Pour échapper à cette folle qui avait signé avec moi un contrat de plusieurs dizaines de millions, j'ai simulé ma propre mort pour couper tout lien avec ma femme. 2 ans de liberté absolue, la vie me semblait être un plaisir indescriptible, mais qui aurait pu imaginer qu'en faisant simplement un tour au centre commercial de Guadalajara, je la rencontrerais par pur hasard. Et ce même soir, alors que j'étais avec mon meilleur ami au paradis caché en train de commander un menu à 88 $, j'ai profité d'un moment pour aller aux toilettes et elle m'a directement attaché au lit avec une ceinture. Véronique a ouvert la porte, une folie brillante dans les yeux. Mon mari n'était-il pas censé être mort il y a 2 ans, dit-elle avec un sourire à glacer le sang. Alors, que se passe-t-il, chérie? Tu as ressuscité? Quel coquin tu fais? Tu pensais m'abandonner et me laisser seul. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, elle s'est accrochée à moi comme une démente, exigeant tout de moi à chaque instant. Mes reins n'en pouvaient plus et, malgré tout, elle m'a apporté un bol de soupe fortifiante, en disant doucement « Sois sage, bébé, bois ça et ensuite on continue. » Bonjour, je m'appelle Richard. Il y a 2 ans, je suis mort dans un prétendu accident. Bien sûr, tout était une mascarade. En réalité, celui qui est mort, c'était l'ancien Richard, l'homme qui avait dû supporter 5 ans d'un contrat de mariage de plusieurs dizaines de millions avec Véronique, mon épouse contractuelle. Dieu seul sait comment j'ai survécu à ces 5 années. Véronique, le simple fait d'entendre son nom me donne encore des frissons dans le dos. Le jour où le contrat a pris fin, j'ai emporté une somme suffisante pour vivre le reste de ma vie sans souci et j'ai disparu sans regarder en arrière. Simuler ma mort était le seul moyen que j'ai trouvé pour me débarrasser complètement d'elle. Pendant ces 2 ans, ma vie à Guadalajara a été un véritable paradis. J'avais plus de 10 millions en banque, les intérêts quotidiens suffisaient déjà pour vivre la grande vie sans toucher au capital. Quelle vie! J'ai fait venir ma sœur Sophie, ma seule famille, et mon adorable nièce Isabella pour vivre avec moi. J'ai acheté une maison dans un quartier avec les meilleures écoles, même si Isabella commençait à peine la maternelle. Mon meilleur ami, Georges Lopez, avec qui j'ai grandi en partageant même nos pantalons troués, s'occupait du travail pendant que je fournissais l'argent. Ensemble, nous avons obtenu plusieurs zones de livraison à Guadalajara, tout était sous notre contrôle. Nous vivions comme des entrepreneurs oisifs, regardant les rapports et comptant les billets, comme disait Georges. « Richard, tu es mon modèle dans la vie, un dieu de la fortune en chair et en os. » Ce soir-là, nous mangions des grillades à un stand de rue. Lui, une brochette à la bouche, murmura « Tu es un génie. Richard, je croyais que tu étais fini. » Supporter 5 ans aux côtés de cette reine des glaces nommée Véronique, en faisant semblant d'être son chauffeur. Ah, il a ri après une gorgée de bière. Alors, c'était ça ton plan? Séduire la millionnaire, faire semblant d'être son petit toutou pendant 5 ans, et ensuite te barrer avec le butin? Je pensais que tu étais devenu un agneau. Il m'a donné une tape si forte dans le dos que j'ai failli recracher le morceau de rognon que je mâchais. Frérot, comment pouvais-je croire que quelqu'un qui a grandi avec moi serait si faible? Ajouta-t-il. J'ai seulement souri avec amertume et j'ai bu une autre gorgée de bière fraîche. Tu crois que je voulais être un agneau? Personne ne sait mieux que moi ce qu'ont été ces 5 années. Véronique, cette femme est indescriptible. Bref, j'ai l'argent et la liberté maintenant, c'est tout ce qui compte. Quand je suis rentré à la maison, Sophie avait déjà mis la table. Richard, lave-toi les mains et viens manger. J'ai fait tes travers de porc caramélisés préférés. Ma nièce Isabelle a couru vers moi comme une flèche et s'est accrochée à ma jambe. Je l'ai soulevée en riant et je l'ai embrassée sur sa joue ronde. Bonjour, tu as été sage aujourd'hui au jardin d'enfants? Isabelle est toujours sage. Mes parents sont morts quand j'étais enfant. Ma sœur m'a élevé seule et m'a fait faire des études jusqu'à l'université. Pour moi, elle est comme une mère. Ensuite, elle a épousé le mauvais homme, a divorcé et, peu après avoir eu Isabelle, sa santé est devenue fragile. Je les ai amenés à Guadalajara pour leur offrir une vie meilleure. Cette famille est ce que j'ai de plus précieux. Personne ne peut y toucher. Pendant le dîner, Isabelle me regardait avec ses grands yeux curieux. Tonton, c'est vrai qu'avant tu avais une femme très méchante, et c'est pour ça que tu as fait semblant d'être mort pour t'échapper. Isabelle, ne dis pas de bêtises, la gronda doucement Sophie. J'ai juste touché le petit nez de la fillette et j'ai ri. Qu'est-ce que tu en sais? Ton tonton était en train de sauver le monde. J'ai vaincu le grand démon et maintenant je suis de retour. Alors, tu es un héros? S'exclama-t-elle. Combainque. Son innocence a fait fondre mon cœur. Et pourtant, pour une raison quelconque, même si ma vie actuelle était parfaite, quelque chose en moi restait agité. Le nom de Véronique était comme une malédiction gravée dans mes os. J'ai secoué la tête essayant de chasser cette sensation. Impossible, me suis-je dit, elle ne pourra jamais me trouver. Guadalajara est immense et mon identité a complètement changé. Cet après-midi-là, j'ai emmené Isabelle au parc pour jouer sur le toboggan. Le soleil couchant illuminait son visage rieur, son rire résonnait comme des clochettes. La regarder m'apportait une paix étrange. Cette vie était le paradis. Le week-end a commencé avec un temps parfait. En fredonnant, j'ai conduit mon nouveau SUV vers le plus grand centre commercial de Guadalajara avec Isabelle dans son siège auto.
Tonton, je veux ça. Et ça aussi, disait-elle en montrant les affiches colorées. Tout ce que tu veux, ma princesse, je te l'achète. Des jouets, la nouvelle poupée Barbie, des chocolats importés, des bonbons, des robes de princesse, des vêtements de sport, tout. Isabelle serrait ses montagnes de cadeaux dans ses bras avec un sourire si grand que ses petits yeux n'étaient plus qu'un trait fin. Merci tonton, tu es le meilleur du monde. J'ai ri en lui donnant une petite tape sur le nez. C'était la vie que j'avais toujours voulu, libre, confortable, entouré de ma famille. Nous sommes passés devant une bijouterie de montres de luxe, je ne comptais même pas y jeter un œil. Après tant d'années à accompagner Véronique faire du shopping, j'en avais plus qu'assez. Mais du coin de l'œil, j'ai vu une silhouette devant le comptoir. Une élégante robe sombre, marquant une taille incroyablement fine, un maquillage parfait mais avec une nuance d'une pâleur maladive, les lèvres rouges comme le vin. Elle a tourné un peu la tête pour regarder les montres sous la vitrine, et mon cœur s'est arrêté. Véronique, comment pouvait-elle être ici? Elle était censée être toujours à Monterrey, dans son empire commercial glacial, régnant comme la reine des glaces qu'elle a toujours été. Mes pas se sont arrêtés d'instinct. Cette femme a semblé percevoir quelque chose et a lentement levé la tête, regardant dans ma direction. À l'instant où nos regards se sont croisés, j'ai senti une détonation dans ma tête, comme si quelque chose avait explosé. Ses yeux étaient toujours aussi froids que dans mon souvenir, mais cette fois, il y avait en eux une fatigue et une tristesse indescriptibles. Cette femme, même réduite en cendres, je la reconnaîtrais. Véronique. Elle était vraiment à Guadalajara. Tout mon corps s'est figé, j'ai eu l'impression que mon sang se glaçait dans mes veines. Elle m'avait vu aussi, mais seulement une seconde peut être moins, car elle s'est aussitôt retournée avec sérénité, observant les montres de la vitrine, comme si j'étais un parfait inconnu. Non, ce n'est pas possible. Véronique détestait s'habiller avec des couleurs sombres, dans sa garde-robe. À part ses tailleurs de bureau noirs, tout était dans des tons clairs, jeunes et purs. Elle n'avait pas non plus l'habitude de se maquiller ainsi, son maquillage avait maintenant un air décadent et sombre, son aura était aussi complètement différente. Avant, elle ressemblait à une montagne de glace, hautaine et distante, mais la femme devant moi ressemblait à un lit noir, fleurissant dans l'obscurité, avec une touche de désespoir dissimulée dans sa beauté. Je me suis sûrement trompé. Guadalajara est immense, il doit y avoir beaucoup de femmes qui lui ressemblent. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Tonton, Isabella a tiré sur ma chemise, levant son petit visage aux grands yeux brillants, tout en regardant du coin de l'œil la femme dans la vitrine. Cette dame est très belle. A-t-elle, elle chuchotait. Mais pourquoi a-t-elle, elle l'air si triste? Triste? Est-ce qu'elle veut acheter une montre, mais qu'elle n'a pas d'argent? Les mots innocents de la petite furent comme une aiguille s'enfonçant dans mes nerfs tendus. Véronique? Triste? Elle qui paraissait toujours d'une sérénité et d'un contrôle absolu. Tu te trompes Isabella, cette dame est très heureuse, ai-je dit en forçant un sourire et en lui prenant sa petite main. Allons, allons voir les jouets. Je vais t'acheter une nouvelle voiture télécommandée. L'esprit d'un enfant est facile à distraire et c'est presque en fuyant que je l'ai éloigné de cette boutique. Mais mon cœur restait serré, comme si une main invisible le comprimait. Ce regard, cette sensation gravée jusqu'à la moelle, ne pouvait pas être une illusion. Si c'était vraiment elle, que faisait-elle à Guadalajara? Juste de passage? Oh, je n'osais plus y penser. Nous avons continué à parcourir le centre commercial, j'ai acheté quelques affaires, puis beaucoup d'autres, mais mon esprit était ailleurs. Sa silhouette et ses yeux me revenaient sans cesse à l'esprit, impossible à effacer. Quand nous sommes enfin sortis pour rejoindre le parking, j'ai rangé tous les sacs dans le coffre, attaché la ceinture d'Isabella et démarré la voiture. Instinctivement, j'ai regardé dans le rétroviseur. Rien, tout était normal. Je suis paranoïaque, et je pensais, oui, ça doit être ça. De retour à la maison, son image continuait de me hanter. Plus j'y pensais, plus j'en étais convaincu, c'était bien elle, Véronique. Ce nom était comme une épine plantée dans mon cœur, une douleur sourde qui ne s'estompait pas. J'ai secoué la tête. Ça suffit, je n'y penserai plus. Ma vie est parfaite maintenant, pourquoi attirer à nouveau le malheur? J'ai pris une douche, enfilé des vêtements confortables, et j'étais sur le point de m'affaler sur le canapé pour regarder des vidéos quand le téléphone a sonné. C'était Georges. Richard, sors un peu mon pote. On va au même endroit que d'habitude, le paradis caché, détends-toi un peu. C'est toi qui invites? Ai-je demandé. La voix de Georges était rauque et un peu brusque, bien sûr. J'ai hésité un instant. Au cours des 2 dernières années, nous allions souvent à cet endroit et ça aidait vraiment à se vider la tête. Être qu'un changement d'air me ferait du bien. J'arrive tout de suite. C'est ce que je voulais entendre, je suis déjà en bas de ton immeuble. J'ai raccroché, j'ai enfilé une veste légère. J'ai prévenu ma sœur que je sortais un moment. Et je suis descendu en courant. Dehors, une voiture de sport rouge vif m'attendait. Avec Georges appuyé contre la portière, une cigarette éteinte aux lèvres, il m'a fait un signe du sourcil. Ce soir mon frère, tu vas voir ce que c'est que la belle vie. La voiture a filé droit vers le paradis caché,
L'entrée dorée resplendissait et une rangée d'hôtesses au corps de rêve était alignée devant le hall. Georges a passé un bras autour de mes épaules et nous sommes entrés comme chez nous. Le gérant, en nous voyant, a affiché un large sourire. « Monsieur Georges, monsieur Richard, ça fait un bail !»« Bienvenue, entrez, entrez !» Georges a fait un geste plein d'autorité. Comme d'habitude, le combo 88 et fait venir la numéro 38 pour moi. Puis il m'a regardé et a demandé « Et toi Richard ?» La même chose, et je répondis mon habitué, la numéro 24. « Parfait messieurs, vos chambres VIP sont prêtes. Le gérant nous a conduits à l'étage supérieur. Chacun avait sa propre salle privée. Je me suis tout de suite allongé sur le lit de massage doux et chaud. La masseuse est entrée avec une bassine d'eau chaude. La numéro 24 avait un visage doux et ses mains étaient habiles. L'eau tiède a détendu mes pieds et le massage. Sur le coup m'a fait pousser un soupir de soulagement. À travers le mur, j'entendais vaguement Georges se vanter. « Richard, Richard !» Je te le dis, je viens d'acheter un autre local. Le mois prochain, je récupère mon investissement. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, toujours le même, pendant que je profitais, les soucis de la journée se dissipaient. La chaleur, le parfum doux, les mains expertes, tout m'a fait me détendre complètement. Oui, tout homme a besoin d'un endroit comme ça pour évacuer le stress. J'étais sur le point de m'endormir, quand une envie soudaine d'uriner m'a pris. Merde, ça doit être à cause de la soupe tonique que j'ai bu avant. Numéro 24. Attendez-moi un instant, je vais aux toilettes, lui ai-je dit en me levant. Georges, je vais aux toilettes, ai-je crié vers la pièce voisine. Tu n'aurais pas un surplus d'énergie, hein? A-t-il plaisanté en riant. J'ai enfilé mes sandales et je suis sorti. Les toilettes du paradis caché étaient luxueuses, propres, impeccables. Après m'être soulagé, je me suis lavé les mains. L'eau froide m'a un peu éclairci les idées. Dans le miroir, j'ai vu mon reflet, un visage un peu fatigué mais encore calme, mais juste au moment où j'allais retourner dans la chambre. Sans préavis, j'ai senti un coup brutal sur la nuque, comme si quelqu'un m'avait frappé avec une barre. Tout est devenu noir. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Mon corps s'est effondré et j'ai perdu connaissance. Dans la pièce voisine, Georges continuait de parler avec animation à la masseuse numéro 38, postillonnant tout en se vantant. Quand j'aurai gagné assez d'argent, j'achèterai une petite île et j'y vivrai chaque jour comme un roi. Un long moment s'est écoulé avant qu'il ne remarque quelque chose d'étrange. Cet idiot de Richard est tombé dans les toilettes ou quoi? Pourquoi est-ce qu'il met autant de temps? Il a composé mon numéro. Mais tout ce qu'il a entendu c'est « Nous sommes désolés, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible en ce moment. » Merde, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Georges a froncé les sourcils, son cœur a fait un bond. Il s'est levé d'un bond de la table de massage, sans prendre le temps de s'expliquer à la masseuse, et il est sorti en courant en chaussons. Richard, Richard, a-t-il appelé à plusieurs reprises, mais il n'y a eu aucune réponse. Les toilettes étaient vides, le couloir était étrangement silencieux. Il n'a eu d'autre choix que d'appeler ma sœur, lui demandant en tournant autour du pot si j'étais rentré, et il est ensuite devenu encore plus nerveux. Ma sœur, a dit que je devais aller dans la ville voisine pour inspecter quelques magasins, et que je serais absent pendant un certain temps. J'avais mal à la tête comme si on m'avait frappé avec une masse. J'ai lutté pour ouvrir un peu les yeux, ma vision était floue, quand ma vision s'est éclaircie. Mon Dieu, où diable suis-je? Au plafond inconnu était suspendu un lustre en cristal, splendide mais sombre. J'ai voulu bouger un peu et mes poignets ont instantanément senti la froideur du métal. J'ai baissé la tête pour regarder. Merde! Mes deux poignets étaient fermement attachés avec des menottes en métal à la tête de lit. Mes chevilles étaient pareilles, froides et solidement attachées. Tout mon corps était attaché à un lit étrange. Qu'est-ce que c'est que cette situation, bon sang? Est-ce que la blague est montée d'un cran ou est-ce que ce Georges m'a trahi? Non, il n'a ni le cran ni l'intelligence pour faire ça. La chambre était décorée avec grand luxe, mais les tons de couleur étaient particulièrement lugubres, dégageant une étrange sensation indescriptible. Dans l'air flottait une odeur, une satanée odeur si familière qu'elle en était effrayante. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. Cette odeur, même si j'étais réduit en cendres, je ne pourrais pas l'oublier, c'était le parfum personnalisé que Véronique aimait le plus. Il n'existait qu'un seul flacon dans le monde entier. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, comme s'il voulait me sortir par la gorge. Non, impossible. Comment pouvait-elle être ici? N'étais-je pas au paradis caché, juste allé aux toilettes? Une série de pensées terribles ont explosé dans ma tête, engourdissant mon cuir chevelu. Je suis foutu. Cette fois, c'en est fini de moi. Cette folle est encore plus folle que je ne l'avais jamais imaginée. Alors que ma tête était un chaos, luttant désespérément pour me libérer de cette maudite chose, clic, la porte de la chambre s'est entr'ouverte, puis le bruit de talons hauts frappant le sol s'est fait entendre pas à pas. Le rythme n'était ni rapide ni lent, mais c'était comme la mort qui approchait, chaque pas suivant le rythme de mon cœur. Une silhouette est apparue dans l'encadrement de la porte. C'était bien la personne que j'avais vue au centre commercial cet après-midi. Cette robe sombre, ce visage délicatement maquillé, mais d'une pâleur maladive.
V. Véronique. Elle m'a regardé sans expression, ses yeux toujours aussi froids que la glace, mais au fond d'eux se cachait une lueur de folie que je ne pouvais pas comprendre. Mon mari, sa voix était étrangement calme. N'es-tu pas mort dans un accident de voiture il y a 2 ans? Elle a marqué une pause, le coin de ses lèvres s'est retroussé en un sourire étrange. As-tu une amulette de résurrection? Mon Dieu, pourquoi ce dialogue me semble-t-il si familier? Elle s'avançait vers moi, pas à pas. Le bruit des talons se rapprochait de plus en plus, le sentiment d'oppression s'intensifiait. Je pouvais même sentir le parfum familier de son corps, mais à ce moment-là, il me donnait des frissons dans le dos. Elle s'est arrêtée juste à côté du lit, me regardant de haut, comme si elle admirait un trésor perdu et retrouvé. Puis elle a fait quelque chose qui m'a paralysé. Elle a retiré sa ceinture en cuir, un article de luxe qui se voyait au premier regard. Ensuite, elle a utilisé cette même ceinture pour attacher fermement le haut de mon corps, tour après tour, me fixant solidement à la tête de lit. Cette posture, une honte extrême m'est instantanément montée à la tête. Mon mari, tu n'as pas été sage. Elle s'est penchée, une mèche de cheveux froids est tombée sur mon visage, son souffle chaud caressant mon oreille. Vas-tu m'abandonner encore une fois? Dans sa voix, il y avait une pointe de ressentiment, un peu d'obstination et une obsession maladive. Juste après, tout son corps s'est jeté sur moi, me pressant désespérément, pleine d'exigence. Cette force, cette passion, c'était comme si elle voulait me dissoudre dans sa chair et son sang, pour ne plus jamais être séparés. Mon Dieu! Cette fois, c'était comme si l'agneau était tombé dans la gueule du loup. La quinzaine suivante, ma vie n'a pas été meilleure que celle d'un chien ou d'un porc. Ah non, disons plutôt une vie de service tout compris dans une cellule à 4 murs. Elle me considérait vraiment comme sa propriété privée et chaque jour, elle inventait différentes manières de me torturer. Mes 2 reins se sont visiblement ratatinés. Mon corps était presque vidé. Chaque fois que je sentais que j'étais sur le point de monter au ciel, elle apportait toutes sortes de suppléments coûteux. Ginseng, bois de cerf, concombre de mer, ormeaux et même une soupe cuisinée par elle-même. Cette soupe était infâme et difficile à boire, mais son efficacité était redoutable, car tous les ingrédients étaient trop puissants. Epimedium, Morinda officinali, Achyranthe bidentata, Dioscorea persimilis, Rehmannia glutinosa, Goji, Polygonum multiflorum, Corydalis, Uricoma ulmoide, et même des pénis de chien, de taureau, de cheval, de cerf et de tigre. Tout y était. Elle me nourrissait tendrement, cuillerée après cuillerée, me le passant parfois directement de sa bouche, puis elle attendait que je reprenne un peu de force pour commencer un autre cycle épuisant. Bon sang, c'est quoi ça? Me donner une gifle puis un bonbon? C'est en gros une douce torture, je sentais que j'étais sur le point de développer une double personnalité. Bon sang, qu'est-ce qui se passe ici? Dans cette cage luxueuse mais oppressante, je menais une vie qui, pour être honnête, n'était pas meilleure que celle d'un chien ou d'un cochon. Les vêtements et la nourriture m'étaient fournis, on m'apportait les repas et les boissons. Véronique apparaissait à heure fixe tous les jours, apportant toutes sortes de mets délicats, et des ingrédients que je n'avais vus auparavant que dans des restaurants de luxe, chaque plat aussi exquis que celui d'un grand chef. Ensuite, elle s'asseyait au bord du lit, comme si elle dorlotait un enfant, me donnant à manger bouchée par bouchée. À vrai dire, le goût était vraiment bon, mais la condition était de pouvoir oublier la sensation froide des chaînes à mes mains et à mes pieds, et le regard qui s'accrochait toujours à mon corps, brûlant comme une flamme possessive. « Ouvre la bouche, mon mari !» Sa voix était très douce, avec une légère intonation rauque à peine perceptible. Que pouvais-je faire? Osais-je ne pas ouvrir la bouche? Parfois, être trouvait-elle que cette façon de me nourrir était trop ennuyeuse et elle apportait un bol de soupe chaude. Laisse-moi souffler dessus pour la refroidir pour toi, puis elle en prenait elle-même une gorgée. Ma tête a bourdonné et a failli exploser sur le champ, cette sensation chaude mêlée à son regard qui ne cachait pas sa moquerie et sa possessivité dense et inébranlable me faisait ressentir une honte extrême, tandis qu'une panique inexplicable montait dans mon cœur. Cette femme est trop douée pour torturer les gens, torturant à la fois le corps et l'esprit. Cette fois, où comptes-tu t'enfuir, hein? Tout en essuyant doucement avec une serviette en soie la trace de soupe qui avait coulé au coin de mes lèvres, Mathé, elle demandait d'une voix si douce que c'en était glaçant, comme le murmure d'une amante, mais avec une pression qui ne permettait aucune résistance. Mon mari, elle avait ajouté ces 2 mots en insistant particulièrement dessus. Où d'autres pouvais-je m'enfuir? Elle m'avait déjà complètement saucissonné. Ah non! Maintenant, elle s'était améliorée, passant à un jeu de rôle de garde du corps. Une fois, son humeur semblait excellente, elle fredonnait doucement un air quelconque. Puis, elle a sorti un livret d'un rouge éclatant de son sac raffiné et l'a agité juste devant moi. La couleur rouge vif m'a presque aveuglé. Certificat de mariage, tu ne peux plus m'abandonner. Nous sommes mari et femme, certifiés par la loi. Elle a souri comme un chat qui venait de voler un poisson, immensément satisfaite. J'ai regardé ce certificat de mariage, puis son air triomphant. J'étais vraiment lié par la loi.
Dans cette vie, sans que je m'en rende compte, un mois s'était écoulé. Je sentais que tout mon corps était sur le point d'être vidé de sa substance, et mon esprit était presque au bord de l'effondrement. Juste au moment où je pensais qu'elle allait me tuer avec ses jeux ou me faire engraisser à mort, Véronique est entrée dans la chambre avec un mince morceau de papier. Son expression était très complexe, un mélange de joie, d'inquiétude et même d'un peu de panique. Mon mari, elle m'a tendu le papier, sa voix tremblant de manière à peine dissimulée. Je suis enceinte, un coup de tonnerre. J'ai regardé le résultat positif sur le test de grossesse, mon esprit s'est immédiatement éteint. Enceinte? De qui? Ou plutôt, de qui d'autre cela pourrait-il être? Pendant tout ce temps, à part être contraint par elle au lit, qu'avais-je fait d'autre? J'ai regardé le mouvement instinctif avec lequel elle a couvert son ventre, qui était légèrement rebondi. Peut être que je l'imaginais, en réalité il ne semblait y avoir aucune rondeur, mais j'étais complètement abasourdi, stupéfait. Elle était enceinte et la première chose qu'elle a faite a été de m'enlever les chaînes de mes poignets et de mes chevilles. Maintenant tu peux te déplacer librement dans la chambre. Sa voix était aussi calme que si elle parlait d'une affaire triviale. Est-ce que cela signifie que le père est mis à l'honneur grâce à l'enfant? C'est seulement grâce à ce bout de chair dans son ventre que j'ai retrouvé un peu de liberté, mais quelle valeur avait cette maigre liberté? Je l'ai regardée, puis mes poignets, encore marqués de nettes traces rouges. Elle étant enceinte de mon enfant, aussi misérable que je puisse être, je ne pouvais pas abandonner ma femme et mon enfant, même si cette épouse était un peu trop féroce. Si je ne pouvais pas m'enfuir, que pouvais-je faire d'autre? Je ne pouvais que me soumettre temporairement à son bon vouloir, je ne pouvais pas vraiment me dérober à mes responsabilités. La sensation d'avoir été vidé ne s'était pas encore dissipée. Je l'ai regardé et j'ai pensé à ce bout de chair dans son ventre qui était désormais mon seul talisman, mais qui pourrait aussi se transformer en de nouvelles chaînes. J'ai doucement élevé ma voix rauque pendant tout un mois, à part ses gémissements, le nombre de fois où j'avais ouvert la bouche pour parler se comptait sur les doigts d'une main. Pourquoi es-tu venu à Guadalajara? Es-tu venu exprès pour me trouver? En posant cette question, je n'avais en réalité aucun espoir. Avec sa personnalité de folle, si elle disait que c'était un accident, seul un imbécile la croirait. Véronique était devant le miroir, ajustant tranquillement les plis de sa robe sombre. En entendant mes paroles, ses mouvements s'arrêtèrent légèrement. À travers le miroir, j'ai vu son visage reprendre cette expression familière, cette froideur distante d'antan, comme si la femme insatiable sur mon corps il y a une seconde à peine n'était qu'une illusion. Il y a un an, le travail à Monterrey était pour l'essentiel stabilisé. Elle se retourna, le ton calme, comme si elle racontait une histoire qui n'avait rien à voir avec elle. Je sentais que cette ville portait trop de lourds souvenirs. Elle s'approcha de la fenêtre, regardant le fleuve Lerma. Le paysage de Guadalajara n'est pas mal, et l'air est pur. Je suis venu ici pour me détendre un peu, et par la même occasion étudier le climat d'investissement avec l'intention de m'y installer. Cela paraissait si vrai. Si seulement je ne venais pas de m'échapper de la prison de son lit, je l'aurais peu être cru. Et notre rencontre au centre commercial, ai-je demandé, cette fois où je t'ai vu au supermarché, c'était juste une coïncidence. Finalement, elle me regarda, les commissures de ses lèvres esquissant un sourire indéchiffrable. Et puis tout ce qui a suivi est arrivé, dit-elle d'un ton léger, comme si le fait de me kidnapper, de m'emprisonner et de me tourmenter au point de me faire souhaiter la mort, n'était qu'une série d'événements inévitables après une rencontre fortuite. Mon Dieu, merci à ta famille, cette histoire est vraiment fascinante. Mon cher mari, elle changea soudain d'expression, la pression monta, elle s'avança droit sur moi en quelques pas, son doigt fin touchant doucement ma poitrine. Cette sensation familière, pleine d'une possessivité maladive, revint. Tu n'as pas été sage. Elle pencha légèrement la tête, ses yeux brillant d'une lueur sombre et remplis d'une épaisse jalousie. Bien sûr, je suis ton épouse obéissante, belle et dévouée pour t'aider à assurer un héritier. Alors pourquoi as-tu dû aller dans un endroit comme le paradis caché pour chercher ces femmes aguicheuses? Elle a particulièrement insisté sur les mots femmes aguicheuses, comme si j'avais commis un crime atroce. C'est vraiment sans espoir, je suis fichu. Georges et moi sommes juste allés pour un massage des pieds, et dans sa bouche, c'est devenu que je cherchais des femmes inconnues et en plus aguicheuses, même les jeunes masseuses sont considérées comme aguicheuses. Je voulais expliquer que Georges Lopez et moi étions seulement allés pour un massage relaxant et sain, mais elle ne m'en a pas laissé l'occasion. Ses lèvres rouges ont directement bloqué ma bouche, et immédiatement, le monde s'est mis à tourner et a suivi un scénario indescriptible. C'était comme si elle voulait utiliser cette méthode pour graver toute son insatisfaction et sa possessivité dans mon corps. Après ça, je suis resté cloué au lit, transformé en une véritable loque, avec une douleur sourde dans mes deux reins, plus fatigué que lorsque je travaillais comme docké sur un chantier. Assez, ai-je haleté, levant les mains en signe de reddition. Maintenant tu es enceinte de mon enfant, je te promets que je ne m'enfuirai plus, d'accord? Si je m'enfuyais de nouveau,
Je craignais qu'elle ne me poursuive vraiment jusqu'au bout du monde et qu'elle imagine des manières encore plus malsaines de me punir. J'ai dû accepter mon destin. Il semblait que cette attitude raisonnable satisfaisait grandement Véronique. Un sourire suffisant se dessina au coin de ses lèvres, tandis qu'elle caressait doucement son ventre encore plat, mais j'ai pris une profonde inspiration, pensant que c'était peu être la seule occasion que j'avais de reprendre un peu l'initiative. Je veux t'emmener rencontrer quelqu'un. Cette personne est extrêmement importante pour moi, c'est ma parente, ma vraie famille. Le sourire sur le visage de Véronique s'est effacé et une lueur de méfiance est apparue dans son regard. Oh, elle a haussé un sourcil reprenant son attitude distante et assurée. Un proche si important? Elle a hoché la tête avec une pointe de moquerie et une tension à peine perceptible dans le regard. Allons voir. La voiture a démarré. Véronique était sur le siège passager, me jetant de temps en temps un regard inquisiteur. Qui allons-nous voir? A-t-elle finalement demandé. Son ton était toujours le même, dénué d'émotion. La personne la plus importante de ma vie. Je n'ai pas voulu donner plus d'explications car de toute façon elle ne m'aurait pas cru. En arrivant au pied de la résidence de ma sœur, j'ai pris une profonde inspiration, me sentant comme si j'allais monter sur l'échafaud. C'était la première fois, après être revenu à la vie, que je l'amenais rencontrer les seuls membres de ma famille, ma sœur et mon adorable nièce. Je ne savais vraiment pas quelle autre folie elle allait encore tenter cette Véronique, mais ce à quoi je devais faire face, je devais y faire face tôt ou tard. J'ai frappé à la porte. De l'intérieur, j'ai entendu la voix claire et enfantine d'Isabella demander « Qui est là ?» Puis la porte s'est ouverte. Ma sœur se tenait sur le pas de la porte, tenant la main d'Isabella. Dans le salon, on entendait encore le son de la télévision qui passait des dessins animés. « Tonton, tu es enfin rentré !» À peine m'a-t-elle vu qu'Isabella a lâché la main de ma sœur et, comme une petite fusée, elle s'est jetée sur mes jambes pour les serrer fort. « Oh, voilà mon trésor !» Et je souris en me penchant pour la soulever. Pile à ce moment-là, Richard. Un cri strident qui a presque déchiré mes tympans a éclaté juste derrière moi. Mon corps entier s'est paralysé, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Je suis fichu. Véronique était derrière moi, son visage était blême, mêlé d'une rougeur maladive. Ses beaux yeux étaient maintenant remplis d'une fureur sauvage. Elle fixait intensément ma sœur et Isabella, et surtout le cri limpide de tonton. Isabella a agi comme une mèche, enflammant sa folie. « Tu entretiens des femmes dehors ?» Elle pointait du doigt ma sœur, la voix tremblante. « Et tu as même une fille aussi grande ?» Son regard s'est tourné vers Isabella qui s'était blottie, étourdie et effrayée, contre les jambes de ma sœur. « Et tu oses l'amener devant moi pour te vanter? Bon sang! Mais qu'est-ce que cette femme a dans la tête? Elle n'a que de la colle. » Ma sœur aussi a été effrayée par cette scène inattendue et par réflexe, elle a tiré Isabella derrière elle, regardant Véronique avec méfiance. « Vous !» Avant que ma sœur ait pu finir, Véronique a crié, l'interrompant, « Je suis sa femme !» Puis, comme si elle était devenue folle, elle s'est jetée directement sur ma sœur et Isabella. « Salope, je vais te battre à mort !» jurait-elle en tendant la main pour attraper Isabella. Ma sœur, pétrifiée de peur, s'est empressée de reculer en serrant Isabella dans ses bras. Isabella a immédiatement fondu en larmes, un cri qui a résonné au ciel et sur la terre. « Véronique, arrête-toi tout de suite !» J'étais si effrayé que mon âme a failli quitter mon corps et, sans réfléchir à deux fois, j'ai fait un pas en avant et je l'ai enlacée fermement par la taille, par derrière. « Tu es folle ?» Dans mes bras, elle se débattait sauvagement avec une force incroyable et sa bouche n'arrêtait pas de jurer. « Lâche-moi, Richard, menteur, tu oses me tromper, je vais les tuer, et toi aussi !» La scène était d'un chaos indescriptible. Ma sœur serrait dans ses bras Isabella, qui sanglotait, nous regardant, moi et cette folle, avec horreur. « Richard, qu'est-ce qui se passe ici? Bon sang !» Sa voix tremblait. « Moi aussi, je veux savoir ce que c'est que ce cirque. » Calme-toi une bonne fois pour toutes. J'ai utilisé toutes mes forces pour traîner Véronique dans un coin. J'ai presque dû la traîner. Elle continuait de se débattre, les yeux rouges comme une lionne hors de contrôle. N'en pouvant plus, je me suis approché et lui ai crié d'une voix rauque « Regarde bien. C'est ma sœur de sang, Sophie, celle qui m'a élevé depuis que je suis petit, qui est comme une mère pour moi. » Quelle fille? N'importe quoi. C'est ma nièce, la fille de ma sœur, ma propre nièce. Mon cri a finalement réussi à ramener un peu à la raison sa tête aveuglée par la jalousie et l'indignation. Les mouvements de Véronique se sont arrêtés. Elle est restée stupéfaite, me regardant avec incrédulité, puis elle s'est empressée de tourner la tête vers ma sœur qui tenait Isabella, toujours en train de sangloter, terrorisée. 1000 expressions ont traversé son visage, passant de la colère ardente à la confusion, puis à une pointe de panique. Incroyable, elle a entrouvert la bouche pour dire quelque chose, mais elle n'a pas pu prononcer un seul mot. Il semblait qu'elle réalisait enfin la scène qu'elle venait de faire. Soudain, l'air ambiant est devenu d'un silence de mort, on n'entendait plus que les sanglots d'Isabella, ma propre nièce. Ce fut comme un seau d'eau froide, jeté directement sur les flammes de la colère qui brûlaient en Véronique. Son corps tout entier s'est figé sur place,
ses yeux se sont écarquillés, me fixant, puis elle s'est rapidement tournée pour regarder ma sœur, qui tenait Isabella, dont le visage était encore rempli d'horreur. Ta sœur de sang, sa voix tremblait, sans aucune trace de la furie qui voulait mordre un instant plus tôt. Le sang a instantanément quitté son visage, la laissant pâle, encore plus blanche que son maquillage habituel. Elle a finalement semblé comprendre l'erreur ridicule qu'elle venait de commettre. Ma sœur aussi était abasourdie par ce retournement de situation. Isabella continuait de sangloter, les yeux pleins de méfiance, en la regardant. Juste après, Véronique a fait quelque chose qui a failli me faire sortir les yeux de la tête. Soudain, elle s'est retournée et s'est inclinée impeccablement à 90 degrés devant ma sœur, une posture qui semblait tout droit sortie d'un manuel. « Grande sœur, je suis désolé. » Son cri a résonné comme le tonnerre, même avec une voix étranglée, et on pouvait même y entendre une pointe de flatterie. J'ai tout mal interprété, je suis une canaille, je n'avais pas les yeux en face des trous, je mérite la mort. J'en suis resté vraiment sans voix. Ma sœur était aussi figée sur place. J'ai regardé Isabella, qui avait été si effrayée par le cri qu'elle en avait oublié de pleurer. Cette rapidité a changé de visage, même l'art du changement de masque de l'opéra du Sichuan ne pouvait pas rivaliser. Après s'être excusée, elle s'est redressée et son regard s'est de nouveau posé sur Isabella, qui était toujours blottie dans les bras de ma sœur, sanglotant doucement. Un sourire tendre mais faux a immédiatement fleuri sur le visage de Véronique. Elle s'est accroupie prudemment et s'est approchée doucement. « Ma puce, ne pleure plus, je suis tatata, je ne l'ai pas fait exprès tout à l'heure. Je te demande pardon, d'accord ?» Elle a essayé de tendre la main pour caresser la tête d'Isabella. Mais qui aurait cru qu'Isabella se cacherait rapidement dans les bras de ma sœur, sa petite tête s'agitant comme un tambourin, pleurant encore plus fort. « Tu es méchante. » La main de Véronique est restée figée en l'air et le sourire sur son visage se figea. Elle fut embarrassée un instant, si nerveuse que la sueur perlait sur son front. Ses yeux suppliants se sont posés sur moi, avec un regard qui ne différait en rien de celui d'un chiot abandonné par son maître. Richard, elle m'a regardé, implorant de l'aide d'une voix tremblante. Elle ne se rendait même pas compte de sa propre panique. Que pouvais-je faire? Mon Dieu, j'étais moi-même désespéré. Allez Isabella, sois sage. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est juste une amie de ton tonton. Ai-je expliqué sèchement. Le regard de Véronique s'est animé, comme si elle venait soudainement d'avoir une idée. Elle s'est levée brusquement et a sorti une carte noire brillante de son sac de luxe. « Grande sœur Sophie, je suis désolé. »« Je suis vraiment désolé, je ne savais pas, a-t-elle balbutié, en fourrant la carte directement dans la main de ma sœur. Achetez ce qui vous plaît, achetez ce dont vous avez besoin, je paierai tout en guise de compensation. » Ma sœur a sursauté, agitant les mains à plusieurs reprises. « Non, ce n'est pas nécessaire, je n'oserais pas. Ma maison n'a besoin de rien. Si vous en avez absolument besoin, » a insisté Véronique. Quel jouet Isabella aime-t-elle? Des poupées Barbie, des Lego ou des robes de princesse Disney? Achetez tout. Et si vous aimez les sacs à main, les bijoux, je les ferai livrer directement chez vous. Son comportement était celui de quelqu'un qui venait de gagner à la loterie, impatiente d'étaler sa richesse. À en juger par son allure, elle semblait vouloir ramener tout le centre commercial à la maison. Une veine battait sur mon front. Cette femme, sa façon de résoudre les problèmes était toujours si grossière. Ma sœur est une personne compréhensive, en voyant son attitude sincère et en remarquant la façon dont elle couvrait soigneusement son ventre, ajoutée à mes quelques mots d'explication, dans son cœur, elle comprit progressivement les 7 ou 8 dixièmes de la situation. Sa colère diminua considérablement, seulement, en voyant nos expressions à Véronique et à moi, elle ne savait plus si elle devait en rire ou en pleurer. « Richard, que se passe-t-il vraiment ?» m'a demandé ma sœur à voix basse, les yeux pleins d'impuissance. Que pouvais-je dire? Lui dire que c'est sa future belle-sœur, qu'elle n'a pas toute sa tête, et qu'elle est extrêmement possessive, et qu'en plus elle est enceinte de mon enfant. Je craignais que ma sœur ne me mette directement à la porte. Un malentendu, tout ceci est un malentendu. Je n'ai pu qu'esquisser un sourire forcé. À l'heure du dîner, pour prouver davantage sa sincérité, Véronique a proposé d'aider en cuisine. Ma sœur et moi avons échangé un regard, tous deux lisant dans les yeux de l'autre une profonde surprise et une pointe de mauvais pressentiment. Effectivement, je ne m'étais pas trompé, cette PDG, qui, normalement si décisive dans le monde des affaires, signant des contrats de plusieurs millions sans ciller, était comme un, dès son entrée dans la cuisine. Husky courant dans une usine de coton, un désastre complet, des poulets qui volent et des chiens qui aboient, une expression locale pour le chaos. Soit elle renversait la bouteille de sauce soja, salissant tout le plan de travail, soit elle confondait presque son doigt avec un concombre en coupant des légumes. Ma sœur était abasourdie, la guidant à ses côtés pendant qu'elle devait l'empêcher de mettre le feu à toute la cuisinière. Je m'étais adossé à la porte de la cuisine, la regardant dans sa robe de créateur, enfiler le petit tablier à fleurs de ma sœur, maladroite et nerveuse dans la cuisine, l'espace d'un instant. Moi Richard, j'ai trouvé ça à la fois amusant et indescriptible. Elle a sorti un plat complètement noir, dont on ne pouvait distinguer l'ingrédient d'origine, avec une tache grise sur le visage,
mais elle a souri comme une enfant attendant des éloges. Sœur Sophie Richard goûtait le premier plat que j'ai cuisiné. Ma sœur et moi avons regardé ce plat sombre, puis ses yeux pleins d'attente. Nous n'avons pu que nous regarder et sourire amèrement. On aurait dit que cette femme forte, dominante et même un peu folle de moi, était vraiment prête à mettre de côté tout son orgueil et son statut, et s'efforçait de s'intégrer dans ma vie, dans ma famille, même si sa manière de le faire était un peu difficile à décrire. Au final, c'est ma sœur qui a refait le dîner, et Véronique a été complètement conquise par les talents culinaires de ma sœur. Après ça, à partir de ce jour, Véronique s'est installée chez ma sœur, comme si elle pointait à heure fixe. « Richard, Richard, j'ai faim. Richard, aujourd'hui je veux manger les travers de porc aigre doux de sœur Sophie. Richard, Isabella dit qu'elle veut de la tarte aux fraises, je vais en acheter. » Ces prétextes étaient de toutes sortes, mais l'essentiel était le même, venir manger à l'œil sous prétexte de s'occuper d'une femme enceinte et de ressentir la chaleur familiale. Ma sœur Sophie, qui au début était stupéfaite, les yeux écarquillés et les mains nerveuses, s'est peu à peu habituée. Parfois même, si Véronique arrivait un peu en retard, ma sœur marmonnait. Pourquoi Véronique n'est-elle pas encore arrivée aujourd'hui? Bien sûr, Véronique ne se contentait pas de manger sans rien faire, elle proposait de faire la vaisselle, et le résultat était des éclaboussures d'eau partout sur le sol. Elle apprenait à Isabella à faire des travaux manuels et finissait par jouer avec plus d'enthousiasme qu'elle, laissant tout le matériel en désordre. La voir dans sa robe haute couture à plusieurs dizaines de millions, enfiler le tablier à fleurs de ma sœur, qui coûtait quelques dizaines d'euros, pour ajouter au chaos dans la cuisine. Parfois, vraiment, j'avais envie de lui ouvrir la tête pour voir comment elle était faite. Isabella, cette petite, a été complètement conquise par la superpuissance et la patience de Véronique. Les goûters importés étaient devenus son repas principal, et les poupées Barbie en édition limitée remplissaient le coin des jouets. Dès que Véronique arrivait, Isabella se collait à elle comme une petite ombre, l'appelant Tata. La petite sœur dans ton ventre est sage aujourd'hui, Tata. Laisse-moi te raconter, le garçon joufflu de la crèche m'a encore embêté. Véronique se mettait à demi agenouillée, écoutant patiemment Isabella raconter ses petites misères. Son regard était si doux, qui avait l'air si parfaite, mais quand on était seul, elle devenait le genre de personne qui voulait me dévorer tout cru. Ma sœur, en voyant ces deux facettes complètement différentes, est passée de l'inquiétude à un état entre le rire et les larmes. Richard, tu sais Véronique, à part être un peu autoritaire, est en réalité une assez bonne personne, me chuchota un jour ma sœur. Regarde, elle se soucie vraiment d'Isabelle, et elle ne lésine jamais sur les moyens pour nous acheter des choses, c'est juste que son tempérament est comme un pétard. Il explose à la moindre étincelle. Que pouvais-je dire? Je ne pouvais que sentir qu'elle était sincère avec moi, qu'elle voulait vraiment m'attacher à sa taille et m'emporter avec elle. Mais les jours tranquilles n'ont pas duré longtemps, les nausées matinales de Véronique sont arrivées, elle vomissait à en avoir le tournis, elle vomissait tout ce qu'elle mangeait et son humeur est devenue imprévisible. Un instant, elle souriait radieusement avec Isabelle et l'instant d'après, juste parce que j'avais regardé la télévision un peu plus longtemps, son visage devenait glacial. J'ai commencé à chercher des informations sur internet sur la façon de prendre soin des femmes enceintes. Au milieu de la nuit, elle a eu une envie soudaine de sawengam, un fruit de dracontomelon au sirop de la vieille boutique du sud de la ville. Sans dire un mot, j'ai immédiatement pris la voiture, mais à mon retour, elle dormait déjà avec un léger sourire au coin des lèvres. J'ai massé ses mollets enflés, mes mouvements étaient maladroits, elle se plaignait en paroles, mais son corps était très honnête. Gémissant doucement de plaisir les yeux mi-clos comme un chat qu'on caresse, savourant l'instant. « Richard, c'est quoi ce massage? On dirait que tu n'as pas mangé. » Sa bouche se plaignait, mais dans ses yeux il y avait une douceur que je n'avais jamais vue auparavant. Il y a eu quelques fois où dans le silence de la nuit, elle enfouissait sa tête dans ma poitrine, sa voix étouffée par une pointe de faiblesse qu'elle-même ne reconnaissait pas. Avant, j'étais seul dans une si grande maison, il y faisait si froid, tout le monde me craignait, personne n'osait me dire un mot sincère. J'ai cru que tu étais mort pendant ces 2 ans. Elle n'a pas continué, elle m'a juste serré plus fort dans ses bras. À ce moment-là, j'ai soudain senti que cette femme arrogante n'était être pas si détestable après tout. Finalement, Georges a réussi à me contacter. À peine avais-je répondu que sa voix a retenti comme un coup de tonnerre. « Richard, où diable étais-tu passé? Je pensais que tu avais été enlevé par des extraterrestres. » Je lui ai résumé la situation et lui ai raconté l'histoire de la grossesse de Véronique et de ma période de captivité. À l'autre bout du fil, il y a eu un silence d'une demi-minute. Puis il a éclaté de rire bruyamment. « Mon Dieu, Richard, tu es incroyable. Tu accomplis une mission impossible, un plan secret qui a même abouti à la création d'une personne. La riche héritière enceinte en fuite. Ah non, c'est la riche héritière qui séquestre un homme enceint en fuite. Ah 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 ah, c'est énorme. Dis, cette Véronique ne t'a pas complètement rincé? Mon pote, j'ai un secret de famille, tu veux que je t'en donne un peu? » En entendant son ton moqueur,
J'étais si furieux que j'ai eu envie de traverser le fil du téléphone pour le frapper. Dégage. C'est toi qui as les reins fragiles. Oh là, ne te fâche pas. Georges a ricané, je suis sérieux. Maintenant que tu as un enfant, tu peux considérer ça comme une promotion éclair. Tu as grimpé directement au sommet de la vie. Pourquoi continuer à travailler? Laisse tomber, reste à la maison pour t'occuper de l'enfant et laisse la riche héritière t'entretenir. Quelle merveille, je n'ai pas pris la peine de discuter. L'esprit de cette fille a toujours été étrange. Ces trois principes dans la vie tournaient autour d'un joli visage et d'un portefeuille. Plus tard, Véronique et ma sœur sont même allées faire du shopping ensemble dans des magasins pour bébé. La scène était étrange, peu importe comment on la regardait. Véronique regardait les petits vêtements, les chaussures, les biberons, les yeux brillants. C'est mignon, achète-le. Ça c'est de bonne qualité, achète-le. C'est importé, prends tout ce qui est bon pour le bébé. Ma sœur, l'air impuissant, la retenait. Véronique, ça ne sert à rien, ça c'est beaucoup trop petit. Les enfants grandissent très vite. Véronique a seulement cligné des yeux, l'air perplexe, mais elle a obéi à ma sœur. Je la regardais caresser doucement ses petits vêtements tout doux. Sur son visage, il y avait une attente joyeuse et un bonheur qui ne pouvait pas être feint. Elle attendait vraiment ce bébé et s'efforçait réellement d'être une bonne mère, une bonne épouse. Les jours s'écoulaient, tic-tac, et le ventre de Véronique gonflait de jour en jour comme un ballon. Plus la date de l'accouchement approchait, plus l'atmosphère à la maison devenait tendue, et moi, père en théorie, j'étais en réalité paniqué. Chaque jour, je feuilletais des livres sur l'éducation des enfants, j'avais l'impression de connaître chaque mot, mais une fois mis ensemble, j'étais complètement perdu. Richard, arrête de faire les 100 pas, tu me donnes le tournis, ma sœur Sophie, tenant un bol de soupe de poulet d'une main et devant se tenir le dos de l'autre, me regardait m'agiter dans le salon. Elle, qui était déjà passée par là, était très calme. Au contraire, Véronique était encore plus calme que moi, ou pourrait-on dire, c'était une agitation d'un autre genre. Elle m'envoyait faire des courses pour tout et n'importe quoi. Un jour, elle voulait du tofu sucré de l'est de la ville. Le lendemain, elle voulait des brioches à la cannelle de l'ouest. Le surlendemain, elle décidait soudain de tricoter un pull. Et le résultat était une laine emmêlée comme une toile d'araignée que je devais finalement donner à ma sœur pour qu'elle arrange ça. Je soupçonne fortement qu'elle m'embêtait exprès pour profiter des privilèges de la grossesse. Finalement, par un après-midi frais et dégagé, elle s'est tenue le ventre, le visage pâle. « Richard, je crois que je vais accoucher. » Un bourdonnement a retenti dans ma tête. Tout ce que j'avais mémorisé les jours précédents pour l'accouchement s'était envolé complètement à cet instant. Vite, vite, Véronique va accoucher. Ma sœur a été encore plus rapide que moi. La valise de maternité était prête depuis longtemps. Après une pagaille monstre, nous avons finalement emmené Véronique en salle d'accouchement. Les 3 mots rouges, en opération, se sont allumés comme 3 montagnes pesant sur ma poitrine. Je me suis affalé sur le long banc du couloir, les paumes moites. À l'intérieur se trouvaient ma femme et ma fille à naître. Le temps s'écoulait minute par minute, chaque seconde semblait durer un siècle. Ma sœur m'a tapoté l'épaule. Tout ira bien, Véronique est forte et les médecins sont les meilleurs. Je comprenais la logique, mais mon esprit continuait de divaguer. Et s'il arrivait un malheur, j'ai vite chassé cette pensée de mauvais augure de mon esprit. Je ne sais pas combien de temps a passé, peut être des heures ou peut être seulement un instant. La porte de la salle d'accouchement s'est ouverte, une infirmière en est sortie tenant un petit être enveloppé dans une couverture, un sourire professionnel aux lèvres. Félicitations, la mère et le bébé se portent bien, 3 kg 400 grammes. C'est une belle petite princesse. J'ai bondi de ma chaise, mes jambes trêment mon cœur. Suspendu depuis tant de jours, a enfin retrouvé sa place dans ma poitrine, mon nez m'a piqué et j'ai failli fondre en larmes. J'ai suivi l'infirmière pour voir ma fille, c'était une petite boule toute rose, toute douce avec les yeux fermés. Sa petite bouche était parfois dans le vide, c'était ma fille. Mon cœur a été caressé par une petite main douce et a fondu en un instant. L'infirmière l'a placé dans mes bras. Mes bras se sont raidis, je n'osais pas respirer trop fort, craignant qu'un simple faux mouvement ne brise cette poupée de porcelaine. Elle était si petite, si douce, c'en était fini de la vie de Richard. J'étais complètement conquis par cette petite dans mes bras, mon destin d'esclave pour ma fille était scellé. En entrant dans la chambre d'hôpital, Véronique était allongée sur le lit, le visage pâle et le front couvert de sueur, mais quand elle a regardé le bébé dans le berceau, la douceur dans ses yeux était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une douceur capable de faire fondre un iceberg. Elle a tendu un doigt et a touché doucement le petit visage de sa fille avec un sourire faible, mais satisfait au coin des lèvres. « Richard, elle te ressemble. » Je l'ai regardé, puis j'ai regardé ma fille dans son berceau avec des sentiments mitigés. Cette femme m'avait fait souffrir pendant si longtemps et maintenant elle m'avait donné une fille. Ça a été dur pour toi. J'ai réussi à prononcer ces 3 mots après un long moment. Elle n'a rien dit, se contentant de me regarder en silence avec une expression complexe dans les yeux. Pour le nom de notre fille, nous sommes parvenus à un rare consensus. Appelons-la Claire, a dit Véronique à voix basse, le regard fixé sur la fenêtre. Nian Nian Buban Biu Wuxian, ce que l'on désire et n'oublie pas finit toujours par se réaliser.
J'ai compris sa signification, ce nom était à la fois la continuation de son obsession presque maniaque pour moi que le souvenir et l'appréciation les plus profonds pour ce bonheur que nous avions eu tant de mal à obtenir. En sortant de l'hôpital pour rentrer à la maison, ma sœur et Isabella étaient plus heureuses que quiconque. Ma sœur a pris Claire dans ses bras, les yeux rouges. C'est merveilleux, notre famille s'est agrandie. Isabella s'est mise sur la pointe des pieds, agrippée au bord du berceau, regardant avec curiosité sa petite sœur qui dormait profondément. Tonton, Tata, la petite sœur est trop mignonne. La fillette a tendu son petit doigt pour essayer de toucher la joue de Claire, mais ma sœur l'a rapidement arrêtée. Isabella, sois sage, ta sœur est toute petite, tu ne peux pas la toucher sans faire attention. D'accord, d'accord, a acquiescé Isabella d'un air entendu, avant de déclarer sérieusement « Je serai une bonne grande sœur et je protégerai ma petite sœur ». En voyant la pièce pleine de monde, le sourire bienveillant sur le visage de ma sœur, en entendant la promesse innocente d'Isabella, et en voyant Véronique, bien que fatiguée, une lueur de tendresse sur son visage de profil, j'ai soudain senti que les problèmes d'avant n'avaient plus d'importance. Désormais, je voulais seulement protéger tout ce que j'avais devant moi. Même si je savais qu'avec le caractère de Véronique, les jours à venir ne seraient probablement pas de tout repos, et que si l'armée vient, on dresse une barrière, et si l'eau arrive, on construit une digue. Véronique a passé sa période postpartum à la maison. Sa période de repos postpartum fut ce qu'on pourrait appeler luxueuse. Ma sœur Sophie cuisinait pour elle sans rater. Un seul repas et les compléments alimentaires affluaient à la maison. Claire changeait de jour en jour, et plus elle grandissait, plus elle devenait adorable. Lorsque Véronique s'est rétablie et a pu sortir du lit, elle a dit « Richard, fais les valises, emmène Claire à Monterrey pour quelque temps. » J'étais en train de changer la couche de Claire. En entendant cela, ma main a tremblé, et j'ai failli envelopper ma fille comme un burrito. Retourner à Monterrey, c'était son territoire, le territoire de son père. Tu as peur ? Véronique m'a regardé avec un sourire au coin des lèvres, mêlant 3 parts d'indifférence et 7 parts de moquerie. Mes parents voulaient te rencontrer depuis longtemps, et bien sûr, l'ordre sacré a déjà été émis. Oserais-je désobéir à l'ordre ? Quelques jours plus tard, assis dans l'avion privé, je serrais Claire dans mes bras, regardant les nuages défiler par la fenêtre. Mon cœur était agité. Cette scène me rendait plus nerveux que lorsque je suis allé au paradis caché. Le manoir de la famille Del Rio était plus ostentatoire que je ne l'imaginais. Le portail en fer forgé s'ouvrit lentement, comme si nous entrions dans le jardin impérial. Un homme d'âge mûr au visage sévère, dégageait naturellement une aura qui inspirait le respect. Il portait un costume sombre, les cheveux méticuleusement coiffés et ses yeux étaient si perçants qu'il semblait pouvoir lire à travers l'âme des gens. C'était le père de Véronique, le chef du groupe Del Rio, Fernando Del Rio. J'ai eu l'impression d'être scanné de la tête aux pieds par un rayon, chaque mèche de mes cheveux et le bout de mes doigts étant examiné avec une intensité écrasante. L'air semblait se glacer. Véronique s'avança calmement prenant le bras de son père. « C'est Richard, vous le connaissez tous. Voici Claire. » Il y avait dans sa voix une touche de la coquetterie d'une fille, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Le regard de Fernando Del Rio s'est posé sur moi pendant au moins 10 secondes, et à ce moment-là, Claire, dans mes bras, a semblé sentir l'atmosphère tendue, ou peu, être avait-elle simplement faim ou sommeil. Sa petite bouche s'est soudainement plissée et elle a éclaté en un pleur qui a résonné jusqu'au ciel. Ce pleur fut comme une touche de magie. Le regard de Fernando Del Rio s'est instantanément détourné de moi pour se poser sur Claire. L'air sévère et scrutateur de son visage s'est visiblement dissipé. « Oh, pourquoi pleure-t-elle, la petite fille, à son pépé ?» Il s'est penché, prenant délicatement le bébé de mes mains. Ce geste était en totale contradiction avec l'air strict qu'il avait en me regardant un instant plus tôt. Claire a progressivement cessé de pleurer dans ses bras et a même tendu sa petite main pour attraper son doigt. Un rare sourire est apparu sur le visage de Fernando Del Rio, bien qu'un peu raide, il a vraiment fait son effet. Ce soir-là, la famille Del Rio a organisé mais l'ampleur était plus grandiose que toutes les fêtes d'entreprise auxquelles j'avais assisté réunies. Une longue table garnie de plats exquis et une rangée de parents dont je ne connaissais pas les noms. Mais à leur simple regard, on devinait que ce n'étaient pas des gens ordinaires. Véronique, vêtue d'une élégante robe de soirée, me prit le bras et de l'autre, tenait doucement Claire qui dormait. Elle se posta au milieu de la foule, un sourire confiant et serein sur son visage. À tous, je souhaite vous présenter officiellement, sa voix était claire, empreinte d'une autorité indiscutable. Voici mon mari, Richard. Elle me regarda avec de la fierté et de la douceur dans les yeux et une pointe de possessivité. Et voici notre fille, Claire. Un silence se fit dans le salon, immédiatement suivi de murmures et de félicitations. Je sentis clairement d'innombrables regards posés sur moi. Il y avait de la bienveillance, de la curiosité, de l'envie et peut-être aussi un peu de mépris. Peu importe, de toute façon, j'étais maintenant son mari légitime. Les membres de la famille s'approchèrent un par un pour trinquer.
m'adressant toutes sortes de vœux, en particulier une femme richement vêtue qui ne semblait pas beaucoup plus âgée que Véronique. Il m'a regardé comme s'il voyait une créature rare. « Véronique, as-tu vraiment vu la lune après la pluie ?» Son sourire était plein de sous-entendus. Véronique a répondu avec indifférence « Oui, qui peut dire quoi que ce soit sur le destin ?» Je suis resté là, tel un accessoire souriant pour l'accompagner, mais je me sentais étrangement calme à l'intérieur. À peine la fête terminée, Don Fernando del Rio m'a appelé seul dans son bureau. Il a lentement préparé une théière, avec des mouvements calmes et assurés. Richard, Véronique est têtue depuis son enfance, hâté-il commençait, le ton beaucoup plus doux que pendant la journée. Ce qu'elle décide, même 9 bœufs et 10 chevaux ne pourraient la faire changer d'avis. J'ai hoché la tête en pensant à part moi. Il connaît vraiment bien sa fille. J'ai entendu Véronique dire qu'à Guadalajara, tu t'occupes aussi de petites affaires. Juste assez pour gagner ma vie. Et je dis modestement et à la hâte. Serais-tu intéressé à venir m'aider dans le groupe? Il a changé de sujet d'un coup. Était-il en train de me tester? Je me suis empressé de décliner. Je n'ai vraiment aucun talent pour les affaires. Maintenant, je veux juste vivre en paix et bien m'occuper de Véronique et Claire. Quelle blague, le groupe Del Rio est comme une tanière de dragons et un repère de tigres. Ma petite personne n'y trouverait même pas sa place. Fernando Del Rio m'a fixé intensément. Sans rien dire de plus, il a simplement hoché la tête. C'est bien, tant que Véronique est heureuse. En sortant du bureau, Véronique m'attendait à la porte, Claire dans les bras. « Qu'est-ce que mon père t'a dit ?» a-t-elle demandé curieusement. Rien, on a juste discuté d'affaires de famille. Elle a fait la moue, ne me croyant clairement pas. Elle s'est approchée de mon oreille avec une touche de satisfaction et de fierté et a chuchoté « Maintenant tu es le grand bienfaiteur de notre famille Del Rio. » Quand une personne s'élève, même ses chiens et ses poules la suivent au ciel, tu comprends, mon mari. Je me suis senti à la fois amusé et impuissant. Cette femme ne manquait jamais une occasion de me provoquer, mais en voyant le sourire dans ses yeux, je ne pus m'empêcher de regarder. Ma fille qui dormait paisiblement dans ses bras. D'accord, je serai un bienfaiteur. Les jours à Monterrey se sont écoulés sans incident majeur, sauf pour le regard de Fernando Del Rio, qui me donnait parfois l'impression qu'il voulait m'ouvrir pour m'inspecter. Ce jour-là, Véronique, qui tenait Claire endormie, a soudainement dit « Richard, demain, viens avec moi quelque part ». Son visage n'exprimait aucune émotion, mais dans ses yeux brillait une lueur vague et indescriptible. Un frisson m'a parcouru. Quelle nouvelle folie cette femme manigançait-elle? Quel genre d'endroit spécial? Tu le sauras quand nous y serons. Plus elle se comportait ainsi, plus je me sentais inquiet. Le jour suivant, la voiture a serpenté à travers des ruelles et des chemins pour finalement s'arrêter devant un haut mur lourdement gardé. De hauts murs, des clôtures de barbelés et, à l'entrée, plusieurs agents de sécurité au visage impassible. Un hôpital psychiatrique. Je suis resté un peu stupéfait. Véronique n'a rien dit. Elle est entrée directement Claire dans ses bras. Je me suis empressé de la suivre, me demandant sans cesse pourquoi elle m'avait amené ici. Aurait-elle un parent fou et m'amènerait-elle le voir pour me le présenter? Après avoir franchi plusieurs portes en fer, nous sommes entrés dans la zone des visites, séparés par des vitres. À travers le verre épais, j'ai vu 2 personnes, Hector et Blanca. Même réduits en cendres, je les reconnaîtrais. Autrefois si complices, mais maintenant sous mes yeux, Hector portait une blouse de patient ample, les cheveux ébouriffés et le regard vide. Il était recroquevillé dans un coin, se mordant les doigts. Était au coin de sa bouche. Blanche n'allait pas mieux, les cheveux en désordre serrant un oreiller dans ses bras, marmonnant contre le mur. Sa voix était aussi lugubre que celle d'un fantôme. Mon Dieu, ces deux-là sont complètement finis. Autrefois arrogants, insidieux et calculateurs, ils ne ressemblent maintenant plus à des humains, ce sont 2 fous. Le coin des lèvres de Véronique s'est retroussé en un sourire froid. Son regard à travers la vitre posée sur eux était comme celui de quelqu'un qui regarde 2 villes fourmis. Je les ai laissés récolter ce qu'ils ont semé, et voilà comment ils ont fini, dit-elle d'un ton léger, mais un frisson a parcouru mon dos. Cette femme, quand elle est cruelle, elle est vraiment trop cruelle. Mais étrangement, j'ai ressenti une certaine jubilation. Véronique a baissé la tête pour admirer Claire, innocente dans ses bras, utilisant un ton que je ne lui avais jamais entendu prendre, une voix presque doucement didactique. Claire, regarde bien ces 2 bêtes. Ce sont de mauvaises personnes qui ont failli tuer tes parents par le passé. Elle a marqué une pause, ses yeux devenant plus froids, si froids qu'ils pouvaient glacer le sang. Quand tu seras grande, si tu rencontres ce genre de personnes, ne sois pas poli, frappe-les pour qu'ils sachent ce qu'est le châtiment. Ce genre de personnes mérite de mourir, vivre n'est pour eux qu'un gaspillage d'air. En l'écoutant, le coin de ma bouche s'est crispé. Ma chérie, notre fille n'a même pas 1 mois, n'est-ce pas un enseignement un peu dur? Les réprimander et les frapper. Cette philosophie de l'amour et de la haine si tranchée était vraiment radicale. En regardant l'apparence mi-humaine, mi-fantôme d'Hector et Blanche, et en me remémorant les paroles de Véronique, j'ai cru comprendre. Soudain, j'ai compris pourquoi elle était si possessive avec moi
J'ai compris pourquoi après ma mort elle était devenue si extrême, voire un peu folle. Il s'est avéré qu'elle utilisait sa propre manière de protéger notre relation, même si cette méthode me donnait parfois des sueurs froides. En sortant de l'hôpital psychiatrique, la lumière du soleil à l'extérieur était exceptionnellement vive. J'ai pris une profonde inspiration, sentant que le lourd rocher sur mon cœur était enfin tombé. Les vieilles querelles étaient derrière moi, et ceux qui avaient un jour voulu ma mort avaient reçu la fin qu'ils méritaient. Quel soulagement! Je me suis tourné pour regarder Véronique, elle caressait Claire. Son visage, penché sous le soleil, est devenu beaucoup plus doux. Peut-être que les jours à venir ne seraient pas complètement paisibles, mais au moins les ombres les plus sombres avaient disparu. Elle, moi et notre fille pouvions enfin commencer une vie entièrement nouvelle et légitime. En revenant de Lyon, l'air de Bordeaux semblait plus doux. Claire devenait plus potelée chaque jour et l'humeur de Véronique s'est visiblement améliorée. Ce jour-là, elle a pris Claire dans ses bras et m'a soudainement dit « Richard, marions-nous à nouveau ?» Celui de la dernière fois ne compte pas. Sa voix était calme, mais d'une fermeté irréfutable. Cette fois-là, c'était un contrat, un accord et même ton maudit plan. Maintenant, c'est différent. Elle a baissé les yeux sur Claire, endormie dans ses bras, ses yeux remplis d'une immense douceur. Je veux donner à Claire un départ légitime et à nous aussi. La partie la plus tendre de mon cœur a été touchée. Oui, d'accord, comme tu voudras. Cette fois, le mariage ne sera pas aussi grandiose que l'événement du siècle. Véronique, contre toute attente, a choisi la simplicité. Elle a dit qu'elle voulait seulement que nos proches soient témoins, donc de mon côté, il y avait ma sœur Sophie, ma nièce Isabelle et moi, plus mon ami. L'indéfectible Georges, qui, bien que souvent peu fiable, était comme un frère dans des moments comme celui-ci, et du côté de Véronique, elle n'a invité que quelques personnes en qui elle avait vraiment confiance, ainsi que ses parents. Le lieu choisi était une petite et belle église à Guadalajara. La lumière du soleil filtrant à travers les vitraux colorés remplissait l'espace de chaleur. Isabelle, dans sa petite robe à fleurs, courait partout, rayonnante de joie. Georges, en costume, avait également l'air respectable, sauf que ses yeux se posaient furtivement sur les demoiselles d'honneur, prouvant que chassé le naturel, il revient au galop. Ma sœur Sophie était assise au premier rang, les yeux rougis. Je savais qu'elle était sincèrement heureuse pour moi. Bientôt arriva le moment de l'échange des vœux. Le prêtre se tenait solennellement devant moi. Je me sentais un peu nerveux, les paumes des mains moites. Véronique a soudainement pris ma main. La sienne tremblait aussi légèrement. « Nous n'avons pas préparé de bague en diamant étincelante ?» a dit Véronique. « Ces choses froides ne sont pas dignes de cet amour qui a traversé la vie et la mort. » Sous le sourire bienveillant du prêtre, nous avons tous les deux tendu nos mains avec douceur et précaution. Ma sœur a soulevé Claire et l'a placée entre nous deux. La petite dormait profondément, sa petite bouche suçotant de temps en temps, ignorant qu'elle était devenue le centre de toute la cérémonie. « Claire !» La voix de Véronique tremblait légèrement. « Tu es le fruit le plus précieux de notre amour, le lien le plus fort pour notre mariage. » C'est vrai, ma voix était rauque. Nous passerons toute notre vie à te protéger, à protéger cette famille. Le serment ne fut pas long, mais il pesait une tonne. Ma sœur au premier rang pleurait déjà à chaudes larmes. Georges, pour une fois sérieux, m'a donné une grosse tape sur l'épaule. « Richard, je suis content pour toi. Si ta belle-sœur te fait des misères, eh bien, encaisse, mon pote, encaisse. » Je me suis senti à la fois amusé et impuissant. Véronique au mariage était vraiment différente, vêtue d'une robe de mariée d'un blanc immaculé. Son visage n'était plus froid ni obstiné comme avant, mais affichait la timidité d'une jeune mariée et la douceur d'une jeune mère. Elle a serré ma main. Dans ses yeux, qui autrefois contenaient des tempêtes, il n'y avait maintenant que du bonheur et une sorte de paix que je n'avais jamais vue auparavant, comme un navire à la dérive qui trouve enfin un port sûr. La simple réception de mariage s'est tenue dans un petit restaurant à côté de l'église. Les plats n'étaient pas nombreux, mais ils étaient exquis. Les gens étaient réunis, les rires et les conversations allaient bon train. Quelqu'un a plaisanté en disant que nous étions un couple d'amants revenus d'entre les morts et que Claire était l'ange qui avait apporté le miracle. Véronique a souri, a levé son verre et a bu. Son sourire était si radieux, éclatant comme le soleil. Après le mariage, nos vies sont entrées dans un tout nouveau chapitre. Fini les scénarios dramatiques et poignants, il ne restait que les banalités du quotidien. Véronique restait Véronique. À l'extérieur, elle était toujours la reine. Sa parole faisait loi, capable de faire plier toute une salle de réunion, mais en rentrant à la maison, elle enfilait le tablier à dessins animés que ma sœur lui avait acheté, essayant maladroitement d'apprendre à utiliser le robot pour faire les purées. De temps en temps, l'envie lui prenait de cuisiner pour moi. Le goût ne pouvait être décrit que comme un mélange de surprise et de défi, mais en voyant le bout de son nez enfariné, son visage dans l'attente de ma critique, peu importe à quel point c'était difficile à manger, je devais sourire et dire que c'était délicieux. Après tout, qui m'avait forcé à être son prisonnier. Claire, elle, changeait. D'une petite boule qui ne savait que gazouiller, elle est passée à se retourner, à ramper et à dire couramment papa, maman.
Chaque petit progrès remplissait la maison de joie et de rire. Ma sœur Sophie était maintenant la gardienne principale, à plein temps et très expérimentée, s'occupant parfaitement de Claire. Isabella était aussi devenue une fan inconditionnelle de sa petite sœur. La première chose qu'elle faisait en rentrant de l'école était de la chercher. « Tati, est-ce que ma sœur a bien mangé ? Tati, je chante une chanson pour ma sœur. » Voir les deux petites filles ensemble était si adorable, mon cœur se réchauffait. Le sourire sur le visage de ma sœur était bien plus fréquent qu'avant. Parfois, en nous voyant tous ensemble et heureux, elle essuyait ses larmes en secret. Je savais que la douleur qu'elle avait portée s'apaisait enfin. Sous l'insistance de Véronique et la mienne, elle a aussi commencé à prendre soin d'elle et sortait de temps en temps pour retrouver de vieilles amies. C'est bien, la vie doit continuer. Quant à ce garçon, Georges, il devenait de plus en plus mystérieux. 2 ou 3 fois par jour, il riait bêtement avec son téléphone et parlait en secret. Je lui ai demandé s'il était amoureux et il a fait l'ignorant. Un Georges comme moi, a-t-il besoin de tomber amoureux? Ce sont les autres qui me courent après. Ce style n'a jamais changé, et quant à Véronique, son habitude de m'interroger n'avait pas complètement disparu, mais maintenant cela ressemblait plus à un jeu de séduction. « Chérie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que la petite et moi te manquons ?» Sa voix au téléphone était douce et affectueuse, sans ce sentiment oppressant de vouloir m'arracher l'âme comme avant. En parlant d'argent, les plus de 10 millions que j'avais initialement prévus comme fonds d'évasion pour faire des affaires avec Georges ont été entièrement confisqués par Véronique. L'argent du mari n'est-il pas l'argent de la femme? Elle a haussé un sourcil, agissant avec naturel. C'est le fonds pour les études futures de Claire, c'est sa dot et aussi son capital de départ. D'accord, comme tu voudras. Après tout, c'est toi ma femme et la mère de ma fille. Une fois, Claire dormait déjà et nous étions tous les deux enlacés sur le canapé. Soudain, elle m'a touché la taille. « Chérie, as-tu toujours cette vie de rechange? Et si un jour je ne te retrouve plus ?» Sa voix avait un ton taquin, mais il y avait du sérieux dans ses yeux. J'ai ri, la serrant fort dans mes bras, près de notre fille dans son petit berceau à côté de moi. « Ne t'inquiète pas, cette fois, même si je meurs, je ne partirai pas, je n'irai nulle part. » Elle a enfoui sa tête dans ma poitrine comme un chat qu'on caresse, satisfaite. Le crépuscule filtrait par la fenêtre, teintant tout le salon d'une chaude lueur dorée. Je serrais ma douce fille dans mes bras, Véronique était appuyée sur mon épaule, ma sœur et Isabella riaient et jouaient avec Claire, qui venait de se réveiller et se frottait les yeux. Alors c'est donc ça, des années de paix. J'ai cru un jour que ma vie avait touché le fond et je suis même mort une fois. Je ne m'attendais pas à ce qu'après tant de rebondissements, j'obtiendrais cette plénitude à laquelle je n'avais jamais osé rêver. Ça en valait la peine, cet amour et cette chaleur si durement acquis en valaient vraiment la peine. Je protégerai tout ça pour le reste de ma vie. Après tout, la seule chose que l'on demande dans une vie, c'est un foyer uni et des années de paix. Fin. Son attitude était comme si elle voulait emporter tout le magasin à la maison.